d'Alembert mathématicien. Il convient d'abord de se poser la question, qu'est-ce qu'un mathématicien à l'époque de d'Alembert? L'article mathématicien ou mathématicienne de l'encyclopédie énonce sans surprise que cela se dit d'une personne versée dans les mathématiques. La question devient donc, que sont les mathématiques à cette époque? L'article mathématique de l'encyclopédie indique, j'appuie sur... Voilà. Les mathématiques se divisent en deux classes. La première, qu'on appelle mathématiques pures, considère les propriétés de la grandeur d'une manière abstraite. La seconde classe s'appelle mathématiques mixtes. Elle a pour objet les propriétés de la grandeur concrète en tant qu'elle est mesurable ou calculable. Les mathématiques pures comprennent alors la géométrie, l'arithmétique, l'algèbre, l'analyse infinitésimale. Et les mathématiques mixtes, la mécanique, l'astronomie, l'optique, etc. Cette classification donnée par l'encyclopédie est alors courante, même si dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, on préfère souvent l'expression sciences physico-mathématiques à celle de mathématiques mixtes. Cette classification a sa traduction institutionnelle à l'Académie des sciences de Paris, où le règlement de 1699, ordonné par Louis XIV, a instauré une répartition des académiciens savants en 6 classes, dont 3 pour les sciences mathématiques, géométrie, mécanique, astronomie. La classe de géométrie est dédiée aux mathématiques pures, comme le précise le secrétaire perpétuel Fontenelle dans sa préface à l'histoire de l'Académie des sciences, les 2 autres classes, mécanique et astronomie, correspondant a priori aux mathématiques mixtes. Si l'établissement de ces classes correspond à un début de spécialisation scientifique à l'Académie des sciences de Paris vers 1700, et si les académiciens sont recrutés dans une classe précise, ils ont aussi longtemps pu changer de classe, notamment pour obtenir une promotion en fonction des places libérées. Profitant de cette possibilité, d'Alembert a sans doute été le mathématicien le plus nomade de son temps entre les 3 classes de mathématiques. En 1741, après avoir été candidat sur plusieurs postes en géométrie et en astronomie, il est finalement recruté comme adjoint dans la classe d'astronomie. En 1746, il est promu associé dans la classe de géométrie. En 1756, il est promu pensionnaire géomètre surnuméraire. En 1765, il est nommé pensionnaire dans la classe de mécanique. Enfin, en 1768, il change à nouveau de classe et devient pensionnaire dans la classe de géométrie. Même si cet itinéraire complexe ne correspond pas à des périodes de spécialisation scientifique distinctes du savant et qu'il est souvent lié à des opportunités de promotion, il témoigne que d'Alembert est pleinement mathématicien au sens large du XVIIIe siècle, compétent aussi bien en mathématiques pures qu'en mathématiques mixtes. Pour ma part, je vais aborder l'aspect d'Alembert géomètre en présentant quelques-uns de ses thèmes de recherche dans le domaine des mathématiques pures. Le premier thème porte sur l'intégration des différentiels rationnels, thème lié à celui des quantités imaginaires et du théorème fondamental de l'algèbre. Rappelons que le théorème fondamental de l'algèbre, appelé aussi théorème de d'Alembert-Gauss, peut s'énoncer: tout polynôme à coefficient réel admet au moins une racine complexe, ou, de façon équivalente, tout polynôme à coefficient réel peut se décomposer en un produit de facteurs du premier ou du deuxième degré. Une démonstration de ce théorème figure dans le mémoire de d'Alembert de 1746, intitulé « Recherche sur le calcul intégral », publié dans les mémoires de l'Académie de Berlin. Cependant, la prise en compte d'un mémoire inédit antérieur, lu par d'Alembert à l'Académie des sciences de Paris en 1745, a permis d'éclairer la genèse de sa pensée sur le sujet. De plus, des observations manuscrites de 1752, dont une page est reproduite dans le programme du colloque, montrent une évolution postérieure. Il apparaît ainsi que l'origine du travail de d'Alembert sur les nombres complexes se situe non pas dans le cadre de ses travaux de mécanique, comme il a été souvent écrit, mais dans celui de l'étude de l'intégration des différentiels rationnels. Plus précisément, il s'agit du problème de la possibilité ou non de la réduction de ces intégrales à la quadrature indéfinie du cercle ou de l'hyperbole, c'est-à-dire en termes fonctionnels, l'expression à l'aide des fonctions logarithmiques ou trigonométriques réciproques. Leibniz avait posé le problème en 1702 en montrant que la réponse dépendait de la possibilité ou non
de décomposer un polynôme en facteurs du premier ou du second degré. Mais sa réponse avait alors été négative. Le contre-exemple qu'il avait fourni s'étant rapidement avéré erroné, le problème restait encore ouvert 40 ans plus tard. Dans son mémoire de 1745, d'Alembert a établi les propriétés de stabilité de l'ensemble des nombres complexes dans les opérations algébriques ou transcendantes élémentaires et avait cru pouvoir en déduire immédiatement le résultat quant à la racine d'une équation polynomiale. Cette démonstration était donc erronée. Il évite cette erreur dans la démonstration de 1746, ayant pris conscience, comme il souligne dans ses observations de 52, de la nécessité de bien distinguer le cas des fonctions usuelles explicites de celui des fonctions algébriques définies implicitement, car il constate que rien ne prouve que ces dernières peuvent s'exprimer en fonctions, en termes finis, à l'aide des premières. Et l'impossibilité de cette réduction sera démontrée au XIXe siècle. La démonstration d'Alembert repose sur l'utilisation d'un développement de la racine du polynôme en série de puissances fractionnaires et d'un raisonnement par l'absurde. Certes, la démonstration comporte des lacunes, en particulier sur l'absence de preuve correcte de la convergence de la série, mais ces lacunes peuvent être comblées et la démonstration ne comporte pas d'erreur logique, contrairement à ce qui a été écrit assez longtemps dans l'historiographie. Ainsi, non seulement la démonstration analytique de d'Alembert est la première démonstration sérieuse à être publiée, mais il est possible de dire que le théorème a bien chez lui un statut de théorème d'existence. En outre, d'Alembert place ce théorème à la base de l'architecture qu'il propose de la théorie des équations algébriques et il le qualifie explicitement de proposition fondamentale de l'algèbre dans l'article « Équations » de l'encyclopédie. Le deuxième thème que je voudrais aborder, c'est celui de l'intégration des différentiels irrationnels, cette fois-ci, et de la préhistoire des intégrales elliptiques. C'est Legendre qui, à partir de la fin du XVIIIe siècle, a élaboré une théorie générale des intégrales de la forme écrite sur la diapo, en donnant aux fonctions de cette classe le nom de transcendante elliptique, expression étant nommée intégrale elliptique par Jacobi. Les travaux d'Alembert sur ce thème sont sans doute les plus oubliés par l'historiographie. Ils se situent dans la lignée du traité des fluxions de Maclaurin en 1742, où le savant écossais a présenté sa conception de l'architecture du calcul intégral, fondée sur une classification des intégrales en catégories de complexité croissante en fonction du degré des courbes algébriques utilisées. Dans ses mémoires de 1745 et 1746 sur le calcul intégral, après son étude sur les intégrales de différentiels rationnels dont on a parlé tout à l'heure, d'Alembert poursuit le programme de recherche de Maclaurin en considérant les intégrales de différentiels irrationnels s'exprimant à l'aide des arcs de section conique. Mais alors que Maclaurin utilisait des méthodes géométriques, construisant de nombreuses figures, d'Alembert n'en construit aucune et développe des méthodes purement algébriques. Il montre que l'on peut exprimer à l'aide des intégrales donnant l'arc d'ellipse et l'arc d'hyperbole un ensemble d'intégrales de différentiels irrationnels beaucoup plus larges que les cas traités par Maclaurin. Il montre en particulier la réductibilité des arcs de section conique de la forme intégrale de dx sur racine de p, on va le voir ici, qui a été particulièrement remarquée par Euler, qui, dans une lettre à d'Alembert de décembre 1746, indique « Mais ce qui m'a plu surtout dans votre pièce, c'est la réduction de plusieurs formules intégrales à la rectification de l'ellipse et de l'hyperbole, matière à laquelle j'avais aussi déjà pensé, mais je n'ai jamais pu venir à bout de la formule des intégrales de dx sur racine de p de degré 4, et je regarde votre résolution comme un chef-d'œuvre de votre pénétration. » Étude systématique donc de classe étendue d'intégrales de différentiels irrationnels et réduction de ces intégrales à un petit nombre d'intégrales fondamentales par des méthodes algébriques uniformes. D'Alembert continuera donc au cours de toute sa vie cette démarche, appréciée par Euler, on l'a vu, qui a poursuivi ce travail dans tout un courant de recherche qui va déboucher sur les intégrales elliptiques. Mais malheureusement pour d'Alembert, ce courant de recherche a été occulté par Legendre, on a vu le rôle important pour les intégrales elliptiques, qui, dans ses introductions historiques à ses mémoires, a occulté cette partie du courant qui a conduit à cette théorie. Et pourtant, donc, les travaux d'Alembert se placent indiscutablement dans la préhistoire de cette théorie.
Le troisième thème sera l'étude des systèmes d'équations différentielles. L'introduction des systèmes d'équations différentielles comme objet d'étude analytique et l'élaboration d'une théorie générale des systèmes d'équations différentielles linéaires à coefficients constants est un apport essentiel de d'Alembert. Il construit progressivement cette théorie dans 3 mémoires de calcul intégral dont on a déjà parlé, celui de 45, celui de 47 et celui de 52. Pour comprendre la genèse de cette théorie, il est indispensable, contrairement à ce que l'on a vu précédemment, de partir de ses travaux de mécanique. En 1743, dans son traité de dynamique, d'Alembert étudie les petites oscillations du pendule multiple. Le mouvement local des corps s'exprime par des équations différentielles simultanées, c'est-à-dire par un système différentiel dont les équations sont linéaires du second ordre à coefficients constants. Dans le cas du pendule double, ici, donc voilà le système auquel arrive d'Alembert, et il va intégrer ce système en utilisant la méthode des coefficients multiplicateurs, alpha et nu pour chacune des équations, en ajoutant et en déterminant les coefficients de telle façon qu'on se retrouve à une seule équation comme on voit en bas. Simplement, en 1743, en fait, d'Alembert ne parvient pas à trouver explicitement la solution x et y des déplacements des deux corps par rapport à la verticale. Il reprend la question en 1745 dans un mémoire de mathématiques pures, de calcul intégral, dont on a déjà parlé. Et là, à la place du système d'équations du second ordre, d'Alembert va considérer un système de 2 équations non homogènes du premier ordre, auquel il va appliquer sa méthode des multiplicateurs, et montrer que si on considère des équations d'ordre supérieur, on peut se ramener à ce type de système en multipliant par 2 le nombre d'équations. Donc, d'Alembert structure ce domaine de calcul intégral qu'il vient de créer en plaçant les systèmes d'équations du premier ordre comme objet fondamental de la théorie et en montrant qu'on peut ramener les autres systèmes différentiels à ce système fondamental du premier ordre. Dans la suite de ses recherches, en 1747, il va poursuivre ce travail de structuration du domaine en traitant, par exemple, dans le cas de 2 équations qu'on a écrites ici, en aboutissant cette fois-ci à l'utilisation d'une équation caractéristique et finalement à l'expression des solutions x et y sous forme de combinaisons linéaires d'exponentielles. Puis, il généralise à des systèmes d'ordre quelconque, mais cette fois-ci avec une nouvelle méthode beaucoup plus performante qui est inscrite en bas, qu'on connaît maintenant, qui est d'introduire les coefficients directeurs, les coefficients différentiels successifs, sauf 1, comme de nouvelles variables, ce qui permet en une seule étape de ramener un système quelconque à un système du premier ordre. Cette démarche originale de d'Alembert, qui consiste à privilégier les systèmes d'équations du premier ordre, linéaires, et de ramener tous les systèmes d'équations différentielles d'ordre quelconque à ce système-là, a été reprise par Cauchy, et notamment dans son cours d'analyse à l'École polytechnique, vers 1820. Le 4e thème est celui de la théorie des équations au différentiel partiel, ou dérivées partielles, on dirait maintenant. Alors, l'historiographie des sciences mathématiques a longtemps attribué à Euler, en fait, la paternité de cette équation, de cette théorie, pardon, et en réduisant l'apport de d'Alembert aux applications aux sciences physico-mathématiques. Mais depuis 1980 environ, plusieurs travaux d'historiens, j'en cite un certain nombre ici sur la diapo, ont permis de réévaluer le rôle de d'Alembert dans cette histoire. À partir des années 1730, dans le cadre de l'étude des familles de courbes dépendant d'un paramètre, apparaissent des exemples d'équations aux dérivées partielles, mais peut-on parler déjà d'une théorie des équations aux dérivées partielles ? La détermination des commencements d'une théorie par rapport à ce qui n'en est que la préhistoire est une question historiographique souvent complexe. Dans le cas présent, je cite Stefan Engelsmann, le premier auteur,
avance raisonnablement comme critère permettant d'identifier le commencement de la théorie la conjugaison de 3 conditions. Premièrement, que soient considérées des équations aux dérivées partielles explicites. Deuxièmement, que le problème de l'intégration des équations soit clairement posé. Enfin, troisièmement, que soit donnée une méthode de résolution. Et Engelsmann montre que ces 3 conditions ne sont pas réunies dans les travaux d'Euler sur les équations modulaires dans les années 1730, alors qu'en revanche, elles le sont chez d'Alembert. Et en effet, si l'on considère le mémoire de 1746 de d'Alembert sur les petites vibrations d'une corde tendue, on constate, premièrement, qu'il écrit l'équation explicite du mouvement alpha égale bêta avec les dérivées secondes par rapport au temps et les dérivées secondes par rapport à l'abscisse de l'ordonnée Y, et l'égalité des deux étant l'équation du mouvement de la corde. D'Alembert, deuxièmement, cherche bien la solution générale pour montrer que, précisément, on a une infinité de solutions et pas seulement la sinusoïde trouvée par Taylor au début du siècle. Et enfin, troisièmement, pour cela, il met en œuvre une méthode d'intégration utilisant les formes différentielles d'ordre 1 et le théorème fondamental donnant l'équation de condition que j'ai écrite ici pour qu'une forme différentielle d'ordre 1 soit exacte. Moyennant cela, il donne la solution sous la forme générale y égale psi de t plus s plus gamma de t moins s, où psi et gamma sont a priori des fonctions arbitraires. Il cherche ensuite la solution qui correspond à des conditions initiales et des conditions et limites données, pour prendre un vocabulaire postérieur, avec la corde fixée aux 2 extrémités, et une position sigma, grand sigma de la corde et petit sigma pour la distribution des vitesses fixées. Et il donne la solution que j'ai écrite en bas avec des conditions sur les différentes fonctions impliquées dans cette formule. D'Alembert apparaît donc bien comme l'initiateur de la théorie des équations aux dérivées partielles. Et après plusieurs travaux de mécanique des milieux continus, il va d'ailleurs en 1768 consacrer un mémoire entier du volume 4 de ses opuscules à une étude des équations aux dérivées partielles dans le cadre des mathématiques pures. Et c'est dans ces années que le domaine s'affirme comme une nouvelle branche de l'analyse. Euler a reconnu la priorité de d'Alembert sur ce point. Les 2 savants, je ne vais pas être très long là-dessus, ont développé des positions différentes sur un point qui est quelle est la forme admissible de la courbe que l'on peut considérer au départ, et donc Euler considérant qu'on peut prendre une courbe quelconque, quelle que soit même sans équation analytique, alors que d'Alembert, initialement, va considérer qu'il faut une équation analytique à cette courbe, mais justement les travaux dont on a vu tout à l'heure ont montré que d'Alembert a évolué sur ce point en admettant, à partir de 1780 environ, qu'on peut considérer une courbe qui est définie par morceaux à condition qu'il n'y ait pas au point de raccordement des sauts de courbure, autrement dit que la courbe soit à cet endroit 2 fois différenciable. Et en fait, on peut estimer aujourd'hui que le point de vue d'Euler anticipe sur ce que deviendra la recherche de solutions généralisées des équations aux dérivées partielles, tandis que la recherche de d'Alembert correspond à celle des solutions classiques. Le 5e thème que je voudrais aborder, c'est celui du fondement de l'analyse infinitésimale. Là encore, on a parlé d'Alembert, cette fois-ci plutôt positivement quelque part, mais en utilisant l'expression de précurseur de Cauchy. Dans la mesure où d'Alembert indique que la théorie des limites, choisit la théorie des limites comme fondement et considère que c'est la base de la vraie métaphysique du calcul différentiel. En fait, dès le traité de dynamique de 1743, d'Alembert indique que la méthode des infiniment petits lui paraît peu rigoureuse et qu'il lui préfère la méthode des raisons premières et dernières, c'est-à-dire celle de Newton dans les Principia et de Maclaurin dans le traité des fluxions. À partir de 1746 et à partir d'un rapport qu'il fait à l'Académie sur le traité de La Chapelle, les institutions de géométrie de La Chapelle,
d'Alembert loue la partie du traité de la Chapelle où celui-ci fonde précisément la méthode d'exhaustion des anciens sur le concept des limites, en donnant une définition précise et en faisant ressortir deux propriétés opératoires. D'Alembert va d'ailleurs s'écarter, y compris de la position des géomètres anglais, en insistant sur le fait que leur position, en fait, introduit la notion de mouvement, qui est une idée étrangère au sujet. Et c'est particulièrement, en plus de l'encyclopédie, dans ses mélanges de littérature, d'histoire et de philosophie en 1767, et à propos de ses éclaircissements sur les éléments de philosophie, que d'Alembert précise que le calcul différentiel consiste à trouver la limite du rapport entre la différence finie de deux quantités et la différence finie de deux autres quantités qui ont, avec les deux premières, une analogie dont la loi est connue. Donc, là encore, d'Alembert cette position constitue un progrès par rapport à 1743 et il définit une présentation d'un concept de limite algébrisé se dégageant des cadres mécaniques et géométriques. Cette position d'Alembert, je n'insisterai pas trop là-dessus, est en fait donc effectivement reprise par Cauchy, mais dans une tradition qui, dès d'Alembert, comporte beaucoup de publications d'auteurs qui se réclament de la position d'Alembert et effectivement, cette méthode des limites sera enseignée à l'école polytechnique précisément au moment où Cauchy est élève et donc Cauchy est quelque part dans une tradition qui a été initiée par d'Alembert au milieu du XVIIIe siècle, même si, évidemment, sa présentation à la fois du concept et de son rôle dans l'ensemble de la théorie est évidemment à un niveau complètement, évidemment, différent. Donc, les thèmes précédents nous éclairent sur la question des rapports entre mathématiques pures et mathématiques mixtes chez d'Alembert. Certes, d'Alembert a davantage écrit de mémoires ou d'ouvrages de mathématiques mixtes que de mathématiques pures. De plus, dans des domaines entiers, comme la géométrie et l'arithmétique, par exemple, il n'a pas publié de recherche. Cependant, on l'a vu, il a apporté des contributions importantes à l'analyse en clarifiant ses fondements et en développant de nouvelles branches du calcul intégral, domaine central des mathématiques à l'époque, tant par son importance théorique que du fait de la richesse de ses applications aux diverses sciences physico-mathématiques en plein essor. Dans la dernière période, les travaux sur l'œuvre mathématique de d'Alembert, menés notamment dans le cadre de l'édition des œuvres complètes, ont ainsi permis une meilleure connaissance de son apport historique. Cependant, on trouve encore beaucoup de préjugés en la matière. Ainsi, un courant historiographique actuel soutient la thèse que les mathématiciens du XVIIIe siècle se caractérisent par une orientation utilitariste, considérant les mathématiques comme un simple outil pour les sciences de la nature, et ne se souciant pas de la rigueur des concepts et des raisonnements. Cette thèse a été notamment développée dans un dossier de la célèbre revue internationale ISIS en 2006. Et en plus de cela, les auteurs établissent un lien direct entre cette position utilitariste et la pensée des Lumières des encyclopédistes français. Je vais vous donner cette citation en anglais tirée de ce dossier, qui indique donc que la rigueur mathématique serait une valeur négative dans le monde de l'encyclopédie au milieu du XVIIIe siècle parce qu'elle est artificielle et rigide pour les encyclopédistes. Donc on a vu que les travaux de d'Alembert, mathématicien, encyclopédiste et philosophe des Lumières, s'inscrivent en faux contre cette thèse. On peut ajouter que d'Alembert a présenté lui-même sa conception de l'utilité des mathématiques dans l'article Géomètre de l'encyclopédie. Il renvoie d'abord à la préface de Fontenelle à l'histoire de l'Académie des sciences, dont on a déjà parlé, où celui-ci soulignait, ici, qui est intéressante de façon générale. Il semble d'abord que si l'on voulait renfermer les mathématiques dans ce qu'elles ont d'utile, il faudrait ne les cultiver qu'autant qu'elles ont un rapport immédiat et sensible aux arts, et laisser tout le reste comme une vaine théorie. Mais cette idée serait bien fausse. Toutes les parties des mathématiques sont fondées sur la géométrie et, pour aller jusqu'au bout, sur l'algèbre même. C'est par cette raison qu'entre les mathématiciens de l'Académie, que l'on a prétendu rendre tous utiles au public, les géomètres ou algébristes font une classe aussi bien que les astronomes et les mécaniciens.
Donc évidemment, d'Alembert reprend à son compte cette position de Fontenelle. Mais cependant, à cette utilité scientifique générale des mathématiques pures, d'Alembert en ajoute une autre avec l'argument philosophico-politique suivant. Je cite, « Mais, indépendamment des usages physiques et palpables de la géométrie, nous envisagerons ici ses avantages sous une autre face, à laquelle on n'a peut-être pas fait encore assez d'attention. C'est l'utilité dans cette étude peut-être pour préparer comme insensiblement les voies à l'esprit philosophique et pour disposer toute une nation à recevoir la lumière que cet esprit peut y répandre. C'est peut-être le seul moyen de faire secouer peu à peu à certaines contrées de l'Europe le joug de l'oppression et de l'ignorance profonde sous laquelle elles gémissent. Bientôt, l'étude de la géométrie conduira à celle de la mécanique, celle-ci mènera comme d'elle-même et sans obstacle à l'étude de la scène physique, et enfin, la scène physique à la vraie philosophie, qui, par la lumière générale et prompte qu'elle répandra, sera bientôt plus puissante que tous les efforts de la superstition. C'est un remarquable plaidoyer pour la valeur culturelle et humaniste des mathématiques. Cependant, on peut penser qu'en ce qui concerne leur pouvoir émancipateur, d'Alembert a sans doute été un peu trop optimiste. Je vous remercie. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Bon. C'est pas moi qui préside. Oui, oui. Ah, Daniel. Est-ce à moi? Oui, okay. Oui, monsieur, la question qui me vient ne concerne pas les mathématiques en détail que faisait d'Alembert, mais c'est la question de l'enseignement. Est-ce que d'Alembert avait une activité d'enseignement? Est-ce qu'il avait des élèves? Est-ce que ces travaux qu'il faisait au fur et à mesure étaient diffusés, étaient discutés dans des enceintes quelconques avec des étudiants? Voilà ma question. Ben, je ne pense pas. Il a joué un rôle, ça a été évoqué ce matin par Irène. Il a joué un rôle notamment sur la question, par exemple, du calcul intégral. Visiblement, il a, dans l'encyclopédie, donné plein de conseils sur ce qu'il fallait faire, sur comment enseigner les choses, mais à ma connaissance, il ne l'a pas mis en application, sauf par l'intermédiaire, par exemple, de Bougainville, où il a visiblement tout à fait supervisé le traité de calcul intégral de Bougainville, qui reprend très très largement les travaux d'Alembert, sous une forme synthétique extrêmement, qui a été assez bien diffusée. Donc, sur ce plan-là, il y a eu cet intermédiaire, mais lui-même, je ne pense pas, je parle sous le contrôle de mes collègues, qu'il a fait l'enseignement, qu'il a enseigné. Alors, évidemment, il y a eu Condorcet aussi, mais Condorcet, c'est plus compliqué, c'est tout un sujet qu'on pourrait aborder sur savoir le rapport scientifique entre Condorcet et d'Alembert. Les rapports idéologiques sont clairs, mais c'est quand même une autre façon toujours de faire les mathématiques. Donc ça serait un autre sujet d'un autre exposé. Oui. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur son invention, disons, des équations de dérivées partielles? Parce que je croyais que ça venait de la... Vous savez, quand il avait gagné le prix de l'Académie de Berlin où il avait répondu à la théorie des vents, il y avait cette question sur la théorie des vents. J'aimerais en savoir plus, parce que c'est vraiment une invention majeure. On a envie ça reste essentiel aujourd'hui. Oui, alors là, je ne vais peut-être pas en dire plus. Ce que j'ai voulu indiquer là-dessus, c'est le débat de savoir est-ce qu'il était à l'initiative de la théorie. Avec, je pense, les trois conditions données par Engelsmann qui me paraissent intéressantes. Donc le problème est de voir, il y a évidemment beaucoup d'éléments qui sont dans la réflexion sur la cause des vents, ça c'est tout à fait évident. Alors maintenant, est-ce que les trois conditions y sont de cette même façon que dans celle de 46? Bon, c'est une chose à discuter, mais enfin c'est évident qu'on est là autour des mêmes choses, mais je pense que les choses sont peut-être plus claires en 46 parce qu'il y a vraiment l'équation aux dérivées partielles il y a les trois conditions qui se retrouvent ensemble dans quelques pages du mémoire de 46. Donc il est évident qu'il est tributaire de ce qu'il a fait avant, mais là je pense que ça lui donne une forme qui est vraiment, rend vraiment tout à fait évident, je pense, son caractère d'initiateur de la théorie. Dernière question. Oui. Édouard Bassino, ingénieur retraité. Une question très ponctuelle.
j'ai entendu ce matin que d'Alembert s'était intéressé au problème de la trisection de l'angle. D'où ma question, sait-on s'il avait eu au moins l'intuition du triangle équilatéral qui se cache parmi les intersections des trisectrices d'un triangle quelconque? Dans le volume 11, 311 qui va paraître l'année prochaine sur d'Alembert académicien, vous aurez notamment tous ces rapports sur la quadrature, sur la trisection de l'angle, sur la duplication du cube, et en général ce sont des rapports assez brefs et assez et sans aucun doute très 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 négatifs. Je crois qu'il ne passe je pense qu'il ne passe vraiment aucun temps, aucun intérêt pour lui pour ces sujets dont il pense vraiment qu'ils sont impossibles à la règle et au compas.